La question du statut juridique reste la plus fréquente dans la bouche de beaucoup d'entrepreneurs. Quel est le statut le plus adapté, celui qui me fera perdre le moins d'argent? Et une fois installée, la question revient souvent pour abaisser son poids de charge. Dans ce webinaire, faites le point sur ce qui existe aujourd'hui en version simple, accessible et pragmatique. Ce que vous allez découvrir, un aperçu des statuts et régimes les plus utilisés en France, les impacts fiscaux et sociaux liés au choix du statut juridique, et pourquoi le régime de micro-entreprise n'est pas adapté à toutes les situations. On voit tout ça après le générique. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce webinaire numéro 184. Nous sommes un vendredi 14 mars 2025, bienvenue. On commence tout de suite par vous parler un peu de Second Souffle. Depuis 2010, Second Souffle, si j'y arrive, voilà, c'est pas celui-là, c'était bien celui-là, voilà. Depuis 2010, Second Souffle accompagne gratuitement les entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur entreprise. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires bien sûr. Si vous allez faire un petit tour sur notre site web, vous verrez trois gros boutons. Le premier pour le bouton rouge, si vous êtes un entrepreneur en difficulté avec votre entreprise. Le bouton vert pour devenir bénévole. Et le troisième bouton, si vous ne savez plus quoi faire de votre argent, n'hésitez pas à faire une belle donation auprès de l'association. Vos dons sont défiscalisables jusqu'à 66%. Pour les petits nouveaux qui viennent de nous rejoindre sur cette plateforme, vous avez en bas à droite deux icônes, l'icône chat, l'icône question. Il faut mettre vos questions dans la partie questions, s'il vous plaît, pour éviter que les questions ne se perdent dans le fil du chat. Un souci technique, c'est à gauche, sinon vous fermez et vous revenez. Et puis au milieu, vous avez deux icônes, un pour mettre en plein écran et l'autre pour envoyer des petits emojis. Je crois que personne n'a encore fait. Alors je vais vous envoyer une tête avec des petits cœurs. Voilà. Tout ça pour dire que vous êtes content, bien sûr. Alors aujourd'hui, on va parler statut juridique. C'est quand même le truc le plus important quand on crée une entreprise, et de fiscalité pour savoir quel est le statut qui va le moins me coûter cher ou peut-être le plus me rapporter, on ne sait pas. Et pour cela, j'ai fait donc appel à un spécialiste, à un expert, et c'est sa première fois aujourd'hui dans un webinaire Second Souffle. Merci d'accueillir Monsieur Michael Bertelex. Bartelex, tout à fait. Merci William. Merci beaucoup. Et bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravi, très heureux d'animer ce webinaire sur le sujet très complexe, je dirais, du juridique, du statut juridique, de la fiscalité de l'entreprise et de la protection sociale. Donc l'objectif, effectivement, mon objectif, ça va être de vous éclairer sur l'ensemble des statuts, leurs impacts sur le sujet fiscal et social, leurs avantages, leurs inconvénients, et donc tout cela de manière, je dirais, le plus facilement possible, de la manière la plus pédagogique possible, la plus pratico-pratique possible. Donc voilà, gros challenge sur 45 minutes pour vous passer en revue un petit peu tous ces statuts et les rendre accessibles à tous. Donc je vais peut-être en profiter pour me présenter rapidement. Ouais. Donc Michael Bartelex, moi je suis aujourd'hui, je représente l'association BGE Aura, donc une association d'accompagnement des porteurs de projets, de l'émergence d'idées jusqu'au développement de l'entreprise. Et donc, cette association accompagne notamment sur le choix du statut juridique. Et moi-même, à titre personnel, je suis aussi donc indépendant. Je suis spécialiste de l'optimisation fiscale et sociale d'entreprise, pour les entrepreneurs installés, qui ont l'impression, je dirais, de payer un peu trop d'impôts, qui ne s'y retrouvent pas avec leurs charges et qui ont besoin d'aller chercher un petit peu plus de rémunération à la fin du mois. Donc voilà pour cette petite présentation rapide. Bien. Et donc voilà, on peut démarrer, j'imagine, William, c'est OK. Vas-y. Allez, ça marche. Je déroule. Alors, effectivement, avec William, on a voulu parler de
du statut juridique, de la fiscalité, parce que on se rend compte que quand on accompagne des entrepreneurs, des porteurs de projets au jour le jour, et en fait, on se rend compte que c'est la principale question qui arrive souvent sur le tapis en premier lieu, avant même de savoir comment est-ce qu'on va trouver des clients. Et donc, ce statut, effectivement, il a un rôle extrêmement important, puisque derrière, il va conditionner la future fiscalité de l'entreprise, il va conditionner la future protection sociale de l'entrepreneur, et donc forcément, il va y avoir des impacts en termes de coûts, des coûts qui vont être supportés par l'entreprise. Et donc forcément, on va avoir un certain nombre de questions qui vont arriver, de questions qui vont se poser sur quel est le statut qui va me faire perdre le moins d'argent, quel est celui qui va être le plus adapté, quel est le meilleur statut aujourd'hui en France, quel est celui qui va me permettre de payer le moins de charges possible, que ce soit au niveau de la fiscalité, même des charges sociales, etc. Et il y a aussi beaucoup de questions qui se posent autour du régime de la micro-entreprise, un régime fiscal en particulier qu'on va aussi aborder aujourd'hui. Et on va voir aussi pourquoi finalement ce régime, même s'il est le plus employé aujourd'hui en France au niveau des créations d'entreprises, sur le million de créations qu'on compte chaque année, une très très grande majorité sont des micro-entreprises, et bien on verra pourquoi c'est pas forcément le statut le plus adapté à toutes les situations. Et puis évidemment, un des paramètres les plus importants, c'est vous. Parce que c'est pas parce que un régime micro-entreprise sera adapté à Monsieur X que Madame Y devra prendre la même chose. Exactement, tout à fait. C'est vraiment du cas par cas, exactement. Alors, du coup, donc dans ce webinaire, on va parler donc du panel aujourd'hui des statuts les plus utilisés en France. On va parler des statuts comme l'entreprise individuelle, la SARL, la SAS, la SASU, le URL. Je vais parler aussi, faire un petit focus sur le statut coopératif, parce que j'ai une petite expérience au sein de l'Union régionale des SCOP et des SIC. Et on est sur un statut alternatif, mais qui propose aussi un certain nombre d'avantages. Donc, je ferai un petit focus rapide dessus. On va toujours faire les comparatifs avantages-inconvénients. Je vous présenterai un petit exemple chiffré aussi pour vous présenter un petit peu les impacts que ça peut avoir. Alors, notamment au niveau de la fiscalité, on va voir les impacts fiscaux par statut juridique, comment ça fonctionne. Au niveau de la protection sociale également, c'est quoi les impacts en termes de cotisation et de protection. Et enfin, donc les critères de choix qui permettent de choisir finalement de faire évoluer son statut de la manière la plus optimale qui soit. Voilà, sans plus attendre, hop. On peut commencer. Alors, sur la question c'est quoi le meilleur statut aujourd'hui en France? Donc, je vous dirais, en fait, il n'y a pas de meilleur statut. Par contre, il y a un statut adapté à chaque situation. Là, aujourd'hui, on va voir un certain nombre d'informations au niveau de la fiscalité, au niveau de la protection sociale, avantages, inconvénients, tout ça de manière généraliste. Je précise bien que en fait, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère et que ce n'est pas en 45 minutes que vous allez choisir votre statut et qu'il va falloir derrière aller consulter un spécialiste pour que vous puissiez choisir le statut le plus adapté à votre situation, parce que on ne va pas prendre en compte, comme tu l'as dit William, des paramètres personnels tels que la fiscalité, tels que les revenus de votre foyer, vos objectifs financiers, vos objectifs aussi de patrimoniaux, les besoins en termes de protection sociale. Et encore, j'ai mis 3 petits points parce qu'effectivement, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Donc là, il ne faudra pas hésiter à vous faire accompagner derrière par un spécialiste, que ce soit un expert comptable, que ce soit un consultant, que ce soit un avocat, etc. Michael, il doit y avoir ton micro qui doit taper dans ta veste ou. Ah d'accord. Voilà. Autant pour moi. Donc, soit tu fais comme tu joues le rôle d'une intelligence artificielle humanoïde et tu ne bouges pas d'un poil. Ok, ça va être compliqué. Mais je vais essayer de le tenir pour éviter que ça tape. N'hésite pas à m'interrompre s'il le faut, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc pour commencer, alors grosso modo, on va aller aujourd'hui sur les 2 grands types de statuts juridiques qui existent aujourd'hui en France. Les 2 grands types de paramètres, je dirais. Soit effectivement, vous créez seul aujourd'hui, vous êtes seul porteur de projet et vous créez donc votre activité. Soit vous êtes plusieurs et à ce moment-là, on va pouvoir passer sur des systèmes de société. On va commencer par la partie création seule. Donc ici, vous avez en fait le choix, je dirais, en tant que porteur de projet ou entrepreneur qui souhaite démarrer seul, entre l'entreprise individuelle et la société unipersonnelle.
On va commencer par faire un petit focus sur les entreprises individuelles, sur voilà, la première partie donc, de ce schéma. L'entreprise individuelle, par principe, c'est voilà, vous exercez en nom propre, comme on dit. Vous exercez en nom propre, et donc, de ce fait, fiscalement parlant, il va y avoir en fait, une sorte de confusion entre les revenus qui vont être tirés de votre activité professionnelle et ceux tirés de votre activité ou de votre foyer personnel. Ça veut dire que derrière, en fait, vous allez imposer effectivement les revenus de votre activité en même temps que ceux, je dirais, du reste de votre foyer. Ça peut être des salaires du conjoint, de la conjointe, du chômage, des revenus fonciers, etc. Tout va être mélangé par principe. Et après, donc, on va pouvoir aller, je dirais, chercher entre deux régimes. Le fameux régime de la micro-entreprise, dont tout le monde parle, voilà, qui est un régime fiscal, effectivement, du statut de l'entreprise individuelle, et le régime réel. Voilà. Donc, on va voir finalement ce qui différencie ces deux régimes-là. Et après, vous avez ce qu'on appelle les sociétés unipersonnelles. Donc là, on va rentrer dans un schéma où, en fait, il va y avoir création d'une personne morale, c'est-à-dire une entité juridique à part, secondaire, en dehors de vous, en tant que porteur de projet ou entrepreneur. Et là, derrière, vous allez devoir choisir entre un statut, alors je dirais au plus simple, SARL, ou EURL plutôt à titre individuel, et SASU. Vous avez sûrement entendu parler de la SASU, c'est vrai que beaucoup de personnes en parlent, des conseillers, des experts comptables, etc. On fera un focus là-dessus. Hop là. Et donc, quand vous entreprenez à plusieurs, eh bien en fait, on a finalement des statuts autres, mais qui sont finalement que la continuité de ceux qu'on a à titre individuel. On va retrouver les sociétés pluripersonnelles ici. En fait, c'est juste finalement la grande sœur, je dirais, de l'EURL, la SARLU et la SASU. Donc, on va retrouver ici la SARL et la SAS. Ici, vous allez pouvoir créer en fait à plusieurs associés. Vous êtes plusieurs dans le projet. Vous allez pouvoir effectivement donc créer sous ces formats-là de statuts. On va en parler. Et après, on a les statuts coopératifs, les statuts d'entreprise alternative, dans lesquels aussi vous allez pouvoir avoir certains avantages, certains inconvénients, notamment en rassemblant, notamment dans les cycles, beaucoup d'acteurs des territoires, si c'est des projets de territoire notamment, faire entrer des collectivités, faire entrer des clients, des fournisseurs, notamment au capital des sociétés. Et après, vous avez les scopes qui sont plutôt des sociétés qui visent à valoriser notamment la fonction salariée dans l'entreprise. Et après, il y a les associations que vous devez sûrement connaître, voilà, les statuts associatifs dont on parlera assez peu finalement aujourd'hui dans cette masterclass parce qu'il faut tenir quand même 45 minutes et le temps passe très vite. Je vous propose sans plus... Oui. Il y en a une qui n'y est pas, c'est la société anonyme, ASA. Tout à fait. Tout à fait. Les sociétés anonymes sont assez marginales finalement aujourd'hui dans les créations d'entreprises. Si on parle de la TPE, très petite entreprise, moins de 10 salariés. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement elle n'y figure pas. Néanmoins, elle a bien sa place dans les sociétés pluripersonnelles. Et ça, il faut être au moins 7 actionnaires pour créer la société. Donc on est sur des gros projets effectivement. Ici. Je vous rappelle que 95% des entreprises en France ont moins de 10 salariés. Donc, Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Parfait. Alors, au niveau des entreprises individuelles, donc là, on est sur le premier schéma, je crée seul, et à partir de là, on va pouvoir aller choisir entre deux régimes. Donc, on va voir chacun de ces régimes, le micro et le réel, et ensuite, on verra quels sont les avantages et inconvénients de chacun. Alors, la micro, je vais passer assez rapidement là-dessus. Donc, on est sur un régime, effectivement, qui est bien adapté pour entreprendre seul. D'ailleurs, c'est la seule possibilité. Pour moi, il est plutôt bien adapté pour les démarrages et les compléments d'activité. Voilà, je suis salarié aujourd'hui, j'ai une activité complémentaire. Boum, je peux créer une micro-entreprise. Ça va très bien, c'est bien adapté. Ou pour tester un projet. Ou pour tester un projet, effectivement. Même si là, pour tester un projet, moi personnellement, je dirais plutôt les orienter vers du portage salarial. Tout à fait. Le portage est assez sécurisé, plus sécurisé en tout cas que la micro-entreprise. Il n'y a pas tous les risques qui sont inhérents à la création d'une entreprise. Donc il est vrai que le portage salarial est aussi une solution des plus sécurisantes, en effet. On a une gestion qui est ultra simplifiée. C'est pour ça que c'est un régime aussi qui est très employés en France. On a une simple déclaration de chiffre d'affaires à faire en ligne tous les mois ou tous les trimestres et on a très peu de formalisme
comptable ou administratif, juste à tenir un livre de recettes. Ça évite effectivement aux micro-entrepreneurs d'aller sur la comptabilité en faisant appel à un expert comptable, etc. Bon. Après, encore une fois, c'est vraiment, vu d'un point de vue administratif, aujourd'hui, c'est un avantage. Par contre, d'un point de vue financier, pour certains projets, ça peut être comment dirais-je, pas forcément adapté, et ça, on le verra juste à la suite. Alors, pour en bénéficier, il y a un plafond, 88 700 pour des porteurs de projets ou des entrepreneurs qui sont dans le commerce de manière générale, ou de la fourniture d'hébergement, par exemple des chambres d'hôtes, etc. Et pour les prestataires de services, au sens très large du terme, on a un plafond à 77 700 € pour pouvoir en bénéficier. Au niveau fiscal, alors de ce côté-là, on va avoir, je dirais, une particularité. Le régime micro-fiscal, en fait, je dirais, de manière générale, lors de la déclaration des revenus de fin d'année, vous devez donc déclarer effectivement les bénéfices qui sont dégagés par l'activité professionnelle dans le cadre donc de votre déclaration de revenus du foyer. Après, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, au niveau des charges de l'activité, comme il n'y a pas de comptabilité de bilan qui est fait, c'est difficile d'aller prouver effectivement les charges réelles qui sont supportées par l'activité. Et donc, de ce fait, vous allez déclarer en fait une sorte de résultat théorique. L'État en fait impose à ce qu'il y ait des abattements forfaitaires qui soient appliqués sur votre chiffre d'affaires. Voilà. De ce fait, on va appliquer un abattement qui va être fonction de la nature de l'activité, 71% pour de l'achat, revente ou de l'hébergement, 50% pour du service et 34%. Alors pour les BNC, c'est des bénéfices non commerciaux, par exemple, ça va être toutes les professions médicales, les ostéopathes, les coachs, les consultants, les formateurs, principalement, qui sont soumis donc au BNC. Donc cet abattement-là, il est censé représenter plus ou moins les charges que vous supportez. Et en conséquence, après, on va faire la différence entre le chiffre d'affaires, on va appliquer cet abattement et ça va vous donner un résultat que vous allez pouvoir ensuite déclarer donc, au niveau de l'impôt sur le revenu, en plus donc, des autres revenus de votre foyer fiscal. Ça, c'est, je dirais, la règle de droit. Après, vous avez la possibilité aussi d'aller choisir ce qu'on appelle le versement fiscal libératoire. C'est un versement qui va, en fait, vous permettre de payer l'impôt directement à la source, sans, je dirais, le payer après l'année suivante, en avril, quand vous allez faire votre déclaration de revenus. Il y a des conditions. Comme un salarié, en fait. Un peu comme un salarié, effectivement, tout à fait. Exactement. Et à la base de calcul, on est sur le chiffre d'affaires. Et là, je vous ai mis notamment les conditions pour pouvoir en bénéficier. Parce que, en fait, c'est plutôt simple. On se dit, allez, je déclare mon chiffre d'affaires, je paye, hop, mon impôt directement dessus, c'est terminé, c'est simple. Après, néanmoins, il faut bien avoir conscience que ce calcul-là, en fait, il est définitif et non remboursable. Donc, il ne faut pas se tromper quand on fait l'option, si on choisit ce mode-là d'imposition. Voilà, je vous ai mis également les taux de prélèvement, 1% pour la marchandise, les achats-reventes, l'hébergement, 1,7 pour les prestataires de services en général, et 2,2 pour les activités donc, non commerciales dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va répondre tout de suite à Laurence. Oui. Alors j'ai vu les autres questions, hein, messieurs, dames, que vous avez posées, mais je les garde pour la fin. Il va tout de suite répondre à Laurence qui nous dit, mais quid des locations saisonnières de tourisme au niveau des plafonds? Alors les locations saisonnières au niveau des plafonds. Logiquement, oui, ouais. Au niveau des plafonds, on est sur une activité d'hébergement, donc par principe, moi je dirais qu'on est sur 188 700. Le plafond lié aux hébergements. Voilà Laurence. Merci Mickaël. Merci à toi. Voilà, qu'est-ce que je veux dire? Oui, le versement fiscal libératoire, en fait, il est plutôt adapté, par exemple, pour des personnes qui n'ont pas d'intérêt à aller déclarer leurs revenus d'activité sur leur fiche d'impôt perso. C'est-à-dire, en gros, pour des personnes qui n'ont pas forcément d'enfants, qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'avantage ou de réduction ou de crédit d'impôt personnel à activer, c'est plus intéressant d'opter pour ce versement libératoire parce que justement, voilà, il n'y a pas tous ces avantages fiscaux qui seraient valorisables sur leur fiche d'impôt dans leur foyer actuel. Au niveau social, en tant que micro-entrepreneur, donc vous avez un statut particulier qui est le travailleur non salarié. De ce fait, vous êtes affilié à une caisse particulière qui est la Sécurité sociale des indépendants, le ex-RSI, dont
j'imagine beaucoup de personnes ont entendu parler. Et là, la base de calcul, comme c'est très simple en termes de calcul administratif, ça va être le chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires, on va appliquer un taux suivant, je dirais, l'activité de l'entreprise. On va appliquer un taux, effectivement, directement sur le chiffre d'affaires, et comme ça, vous allez pouvoir vous acquitter de vos cotisations sociales pour aller ensuite obtenir votre protection sociale d'indépendant. Donc des taux qui varient du simple au double, je dirais presque, entre l'achat-revente et les BNC. Alors sachant que sur les bénéfices non commerciaux, les activités qui en relèvent, on a des taux de cotisation qui vont augmenter jusqu'en 2026 pour financer la retraite complémentaire qui n'était pas jusqu'à présent. Donc avant le 1er octobre 2022, on était à 21,1% de prélèvement. Au 1er janvier 2026, on montera à 26,1%. Voilà. Donc, par exemple, vous faites 1 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois, vous aurez aujourd'hui, actuellement au 14 mars, vous avez 246 euros de prélèvement au titre de votre protection sociale. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Et donc, en conséquence, qu'est-ce que la protection sociale derrière cette cotisation? Eh bien, déjà, en termes de remboursement de soins courants, on est sur des choses qui sont à peu près identiques au régime général. Par contre, on va avoir beaucoup de différences en matière d'arrêt maladie. Si arrêt maladie, s'il y a des indemnités journalières à verser, en matière de prévoyance, tout ce qui est lié à l'invalidité ou au décès, là, on va être sur des couvertures qui vont être minimale, je dirais, et surtout cohérente avec le chiffre d'affaires qui est dégagé. Donc ici, si effectivement vous faites peu de chiffre d'affaires, forcément vous allez avoir une protection sur ces sujets-là qui va être relativement faible. Et il en va de même pour la retraite. N'oublions pas que pour la retraite, il y a des montants de chiffre d'affaires minimum à dégager pour pouvoir valider en fait 4 trimestres de retraite. Je vais avoir quelques chiffres à vous donner. Oui. Pour une activité commerciale, il faut faire au minimum 24 000 euros en moyenne par an de chiffre d'affaires. Pour les activités de service, on est grosso modo autour de 10 000 euros par an. Voilà, pour pouvoir valider 4 trimestres de retraite. Et bien sûr, après, ces cotisations, cette cotisation sera proportionnelle au chiffre d'affaires dégagé. Donc au final, au niveau de la micro, avantages, inconvénients, en fait la micro elle est plutôt bien adaptée aux compléments d'activité, au démarrage d'activité, aux tests, même si on a des coopératives qui sont plus sécurisantes à côté, les tests d'activité. On a des formalités qui sont plutôt simples en matière de création. Voilà, en quelques clics sur l'INPI, ça va très très vite. Et en matière administrative, on l'a vu. Par contre, l'inconvénient, vous l'aurez compris, on a une protection sociale qui est quand même assez limitée en matière notamment de prévoyance, d'arrêt de travail. On a un chiffre d'affaires minimum, bien avoir en tête cela, pour valider 4 trimestres de retraite. Donc si vous êtes salarié à côté, c'est très bien, ça permet de compenser. Et aussi, bien avoir en tête, attention, vous ne pouvez pas déduire vos charges, on l'a vu, puisqu'il y a un abattement forfaitaire qui est appliqué pour calculer vos impôts. Donc ça, attention, si vous supportez des charges, retenez bien que ce n'est pas forcément le statut le plus adapté. Voilà pour la micro. Ça me permet de faire tout de suite le lien avec le régime réel dont on a parlé tout à l'heure. Puisque l'avantage, c'est que le régime réel, en fait, c'est comme une sorte d'évolution. C'est une micro-entreprise un peu évoluée. On est toujours dans l'entreprise individuelle. Par contre, vous allez pouvoir déduire aux charges réelles. Donc ça, c'est plutôt bien adapté pour des activités où il y a un certain nombre de charges qui sont supportées. En termes de charges d'activité, ça peut être des déplacements, ça peut être, si vous avez un véhicule, l'entretien les péages, tout ce qui est lié aux frais de restauration si vous êtes en mission, par exemple. Si vous avez de la marchandise également, de la matière première, parce que vous produisez des produits finis, voilà. Ça peut être, par exemple, dans de la restauration, ça peut être par exemple, dans de la mécanique, automobile, etc. On va avoir la possibilité aussi d'aller chercher derrière, en fait, plusieurs déductions autres que cela. Par exemple, je vous ai mis ici, pour ceux qui travaillent à domicile, on va pouvoir aussi valoriser la pièce que vous utilisez dans votre domicile personnel. On peut la déduire aussi de votre base d'imposition. La valeur d'une marque qui va être aussi déposée à titre personnel. Donc le carburant, on en a parlé, et aussi d'autres frais engagés par l'activité. On va prendre l'exemple d'un formateur. On a beaucoup de formateurs indépendants aujourd'hui. Ils travaillent de chez eux. Ils utilisent une partie de leur abonnement Internet. Ils utilisent une partie d'énergie pour se chauffer.
dans leur pièce chez eux, et bien ça, on va aussi pouvoir le déduire, alors de manière intelligente aussi, fiscalement parlant, mais en tout cas, c'est des choses qu'on va pouvoir déduire pour derrière aller écraser la base d'imposition, ici, voilà, quand on va faire chiffre d'affaires moins charge, et cette base d'imposition ensuite qui va être soumise donc au barème des tranches des personnes physiques. Hop. Au niveau avantages inconvénients, donc comme je vous l'ai dit, au régime réel, on peut déduire ces charges. Par rapport à une société, il y a moins de formalisme. Ok, d'accord. Bon, il y a moins d'administratif. Certes, il va quand même falloir faire un suivi des charges que vous payez, hein, puisque derrière, il faut aussi pouvoir les valoriser en cas de contrôle fiscal. C'est un régime qui est plus adapté aux activités d'achat, revente et de transformation, vous l'aurez compris, puisqu'on peut valoriser les charges pour ensuite payer moins d'impôts à la fin. Par contre, c'est un régime qui est un peu moins adapté aux activités de service parce que par défaut, les activités de service ont moins de charges, supportent moins de charges et il y a un peu plus de formalisme comme on l'a vu qu'en micro-entreprise. Merci de poser vos questions dans la partie questions. Donc, il y a une question de Karine qui l'a posée dans le chat. Mais bon, allez, au régime réel, est-ce qu'on peut opter pour l'impôt sur les sociétés? Alors, régime réel, alors on est plus sur le statut d'entreprise individuelle, quelque part. Aujourd'hui, c'est une possibilité. Une possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Oui, c'est tout à fait une possibilité. Ah, excusez-moi, Karine, c'était une affirmation. Ah oui, tout à fait, exactement. Pour moi, Karine. Exactement. Est-ce qu'on a besoin d'un comptable? Alors, c'est possible. Enfin, je dirais c'est une possibilité. Hein. Vous pouvez tout à fait faire affaire à un expert comptable pour vous aider aussi dans la tenue de vos charges, la tenue de votre comptabilité, exactement. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, non. Je parlerai pas de la réduction d'impôt qui était attachée à ça avant, puisqu'elle a été supprimée par la loi de finances. Mais par contre, c'est tout à fait une possibilité. Après, il y a des logiciels également en ligne qui font très bien les choses, qui font les déclarations 2035 derrière, tout ce qu'il faut pour les impôts. Comme par exemple, je sais que, sans faire leur pub, hein, mais vous avez des logiciels comme Indy qui le fait très bien, par exemple. Voilà, donc maintenant, chacun a un choix à faire par rapport à ça, suivant aussi c'est voilà comment il souhaite être aidé dans cette démarche comptable. Allez, on avance. Allez, on avance. Hop là. Alors, sur les sociétés maintenant. Donc, on va parler des deux sociétés principales, EURL ou SARLU, effectivement, ou SARL en tout cas, et on a les SAS ou SASU. Voilà. Quand on rajoute un U à la fin, c'est que partie du principe que vous êtes seul dans l'entreprise, enfin, vous êtes seul porteur de projet. Alors, par principe, donc, comme je vous l'ai dit, on est ici, dans les sociétés, sur deux personnalités juridiques distinctes. Ça veut dire que chacun, donc vous avez votre patrimoine, et bien la société va avoir le sien aussi. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir être propriétaire de biens, elle va aussi pouvoir emprunter, avoir des dettes pour financer son activité, ses investissements, son exploitation, etc. Et donc, de ce fait, eh bien, dans certains cas, c'est la société qui va payer elle-même son impôt, dans certains cas. Et vous, en tant que, je dirais, porteur de projet entrepreneur, vous allez pouvoir apporter de l'argent, ce qu'on va appeler du capital, hein, ou dans la société au démarrage, ou en cours de vie. Et vous allez aussi pouvoir lui apporter des compétences, hein, des compétences de gestionnaire. Dans tous les cas, une société va avoir besoin on appelle ça un représentant légal, donc c'est le gérant en SARL ou le PDG quand on est dans une société. Et donc, vous allez lui apporter des compétences de gestion et aussi des compétences techniques, puisque quand on est… alors, pour les personnes qui vont entreprendre seules, par exemple en EURL ou en SASU, vous allez être aussi celui qui va faire le métier hein, au jour le jour. Par exemple, le garage auto, c'est la personne qui va aussi aller faire le changement de courroie au passage. Voilà, c'est le chef d'entreprise qui est aussi, en général, le technicien, entre guillemets. Voilà. Donc, de ce fait, vous allez pouvoir vous rémunérer de plusieurs manières quand on est en société. Il va y avoir ce qu'on appelle la rémunération du mandataire social, du dirigeant, que vous êtes aujourd'hui en tant que gérant ou PDG. Et derrière ça, il va aussi y avoir les dividendes. Les dividendes, donc c'est la rémunération exceptionnelle du créateur, de celui qui a le capital, hein, ou les apporteurs de capitaux,
dans la société. Donc, on a ici deux modalités de rémunération qui vont être différentes. On va en parler très rapidement juste après. C'était juste pour faire l'introduction. Alors, en termes d'imposition, il faut savoir que quand vous créez seul une EURL, donc vous êtes imposé à ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'IRPP. C'est ce qu'on a vu juste avant sur l'entreprise individuelle. Donc ici, dans ce cas précis, on va prendre votre bénéfice à l'année et on va ensuite le déclarer au niveau donc, de votre déclaration de revenus perso. Il y a une option possible pour l'impôt sur les sociétés. Alors l'impôt sur les sociétés, c'est l'impôt que va régler la société en fait. Et dans cette option-là, quand on est en EURL, voilà, quand vous êtes seul par exemple, alors, il faut respecter déjà quelques conditions pour pouvoir en bénéficier. Je vous ai les ai mises là, pardon. Quand on est à l'IS, en fait, vous allez prendre tout simplement votre chiffre d'affaires, vous allez enlever toutes vos charges professionnelles. On va aussi pouvoir déduire votre rémunération. J'en ai parlé juste avant. La rémunération en tant que dirigeant, vos charges sociales afférentes, voilà. Et on va déterminer le bénéfice. Et là, le bénéfice, il va être après imposé à un taux, en fait, en fonction d'une... Il y a encore des tranches ici, en fait. Jusqu'à 42 500 €, vous allez imposer votre bénéfice à 15%, et tout ce qui dépasse, ça va être à 25%. Voilà. Bien sûr, en respectant ces conditions qui sont prévues ici. Donc ça, c'est pour l'impôt sur les sociétés. Quand on est en SARL et plus en EURL, SARL, c'est l'EURL avec au moins 2 actionnaires au capital. Vous êtes plusieurs à porter le projet. Là, vous êtes de droit à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Voilà. Avec option possible pour l'impôt sur le revenu. Et bien sûr, quand vous êtes seul en EURL, je l'ai marqué, mais il y a option possible pour l'IS. C'est tout à fait possible. Par contre, c'est une option qui est irrévocable pendant 5 ans. Donc, on ne peut pas revenir en arrière à l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc, ça nécessite en fait de faire des simulations. Moi, j'insiste vraiment là-dessus. Là, encore une fois, c'est très général. Tout dépend de votre cas, de votre chiffre d'affaires. Mais il faut bien faire des simulations pour voir quelle est la solution la plus favorable. Voilà. Donc, l'impôt sur le revenu, j'en ai parlé tout à l'heure. Vos revenus ici sont déclarés donc suivant l'impôt sur le revenu. Voilà. Bien sûr, quand vous êtes à l'impôt sur les sociétés, la rémunération que prend le dirigeant, que vous prenez, vous allez ensuite la déclarer dans les traitements et salaires à titre personnel. Okay, et donc là, on reprend le barème des tranches, qui est d'ailleurs juste au-dessus là. Voilà. Et alors pour les dividendes, alors par rapport à la SAS, on n'est pas forcément sur une fiscalité qui est très, très avantageuse parce que en fait, l'administration estime que en fait, les dividendes, au-delà d'un certain seuil, c'est considéré comme de la rémunération et donc soumise à charges sociales. Donc en fait, vous allez devoir supporter des charges sociales, effectivement, sur les dividendes quand ils dépassent. Alors, j'ai mis ici un titre informatif, mais 10% du capital. Voilà. Donc on va avoir une imposition et des cotisations sociales assez volumineuses au final sur les dividendes versés en SARL. J'avance un peu parce que le temps tourne. Ouais. Puis tu peux tenir en laisse un peu ton micro. Ok, très bien. Au niveau fiscal, du coup, on va pouvoir aller aussi optimiser en société. Je fais juste un petit aparté très rapide. Comme vous êtes extérieur, effectivement, à la société, vous, en tant que personne physique, vous allez pouvoir valoriser certaines choses. Comme par exemple, des facturations, la surface utilisée de votre domicile personnel. On reprend le formateur qui travaille de chez lui, il peut aussi refacturer une partie de cela à son entreprise. Tout ça, encore une fois, en le cadrant bien au niveau fiscal. On ne fait pas ça au doigt mouillé, je dirais. L'idée, c'est quand même de bien cadrer au niveau fiscal. On peut aussi refacturer, par exemple, une marque déposée à titre personnel et qui contribue au développement de l'entreprise. On peut refacturer les frais de déplacement quand on utilise son véhicule personnel pour le compte de son activité. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui permettent d'augmenter effectivement sa rémunération aussi, quelque part, à la fin du mois. Très rapidement, au niveau social, en fait, vous allez avoir un régime qui va varier en fonction, je dirais, de votre part dans le capital. Si vous êtes majoritaire au capital, que vous avez plus de 50% des parts, à ce moment-là, vous allez être ce qu'on appelle donc gérant majoritaire. Et auquel cas, vous allez avoir le même régime qu'on a vu tout à l'heure au niveau des entreprises individuelles. Et là, il faut partir du principe que votre taux de cotisation sociale, il est autour de 45%, à peu près autour, je dis bien, autour de 45%. Alors, soit des revenus quand on est à l'impôt sur le revenu, soit votre rémunération quand on est à l'impôt sur les sociétés. Voilà.
En termes de protection sociale, on est un peu sur ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau des EI, entreprises individuelles. Ouais, juste, tout le monde a compris l'acronyme TNS? Oui. Pardon. Travailleurs non salariés, excusez-moi, tout à fait. Travailleurs non salariés, ce sont les indépendants. C'est ça, exactement. Si vous êtes au contraire minoritaire ou égalitaire au capital, ça veut dire que vous avez 50% des parts, voire en dessous, quand vous êtes plusieurs. Quand vous êtes seul, c'est pas un problème, hein, vous êtes sur la slide précédente, hein, vous êtes travailleur non salarié. Maintenant, si vous êtes plusieurs, eh bien, effectivement, si vous êtes minoritaire ou égalitaire, vous avez un statut qu'on appelle de travailleur assimilé salarié, TAS, travailleur assimilé salarié. Et donc, de ce fait, vous êtes presque salarié, je dirais. Vous n'êtes pas, hein, parce que vous ne cotisez pas au chômage, par exemple, hein, toujours pas d'ailleurs. Et c'est même le cas aussi, je n'ai pas dit, mais pour les autres régimes, hein, pas de cotisation chômage. Et donc là, en moyenne, on est sur un salaire net à peu près valorisé à 82% pour déterminer vos cotisations sociales. Par contre, dans ce cas précis, on va avoir une protection qui va être beaucoup plus importante, beaucoup plus efficace, notamment en matière d'indemnité journalière, là où ça a posé un peu problème tout à l'heure au niveau des EI et des EURL, par exemple, ou SARL. Par exemple, quand on est ici au niveau de la prévoyance aussi, une meilleure prévoyance, et au niveau de la retraite, on est sur une retraite qui sera beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus protectrice quelque part, avec une retraite cadre derrière. Voilà. Donc, on n'est pas du tout sur la même chose que le TNS, attention, en termes de protection. Ça coûte un peu plus cher, certes, mais derrière, il y a une protection qui n'est pas la même. Voilà. Donc, au final, si on fait avantage-inconvénient, on a la possibilité d'aller optimiser ses impôts et sa rémunération quand on est en SARL ou en EURL. Ça, c'est important, puisqu'on peut passer par de la facturation, comme je vous l'ai dit, de frais personnels. Quand on est TNS, travailleur non salarié, on a la possibilité d'avoir une protection sociale à la carte. Ça veut dire que ça va coûter moins cher. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 45% quand on est TNS, on est à 82% quand on est assimilé salarié. Mais pour le coup, ça va vous permettre, comme c'est moins cher, d'aller chercher de la protection sociale complémentaire. Ça, c'est extrêmement important. Des prévoyances, des mutuelles, peut-être des plans d'épargne retraite, des PER, plans d'épargne retraite, voilà. Vous allez pouvoir compléter et voire même avoir une meilleure protection sociale que si vous étiez assimilé salarié. Il y a une responsabilité qui est limitée aux apports. Ça veut dire que par principe, en tant qu'extérieur, le seul risque que vous prenez, par principe encore une fois, c'est de perdre l'argent que vous mettez en capital. Après, s'il y a une faute qui est reconnue au niveau du dirigeant, parce que vous avez fait une fraude ou voilà, votre responsabilité pénale est en jeu, là, les conséquences peuvent être beaucoup plus lourdes, bien sûr. C'est pour ça que je note bien par principe. On a des règles qui sont bien cadrées par la loi. Par contre, les inconvénients de la SARL, l'URL, bon, c'est les formalités de création. Il faut créer des statuts. Donc, faites-vous accompagner par un expert comptable sur ce volet-là. On a une fiscalité qui est peu avantageuse sur les dividendes, on l'a vu. Donc, si vous comptez vous rémunérer, je dirais, sur les résultats de l'année, on n'est pas bon. C'est pas intéressant. Il y a une gestion plus lourde. Il faut un bilan. Et il y a des cotisations sociales minimales aussi à payer quand on est travailleur non salarié, même en l'absence de rémunération. Donc, si vous avez, par exemple, vous voulez bénéficier de votre chômage aujourd'hui, voilà, vous avez le chômage, vous voulez créer votre boîte, il faut savoir que si vous choisissez la SARL, même si vous ne vous rémunérez pas, parce que vous voulez toucher le chômage derrière, il faudra quand même payer des cotisations minimales. Et enfin, donc voilà, je le précise, il faut quand même, si vous êtes TNS, une prévoyance et une mutuelle, parce qu'il faut compléter. Je termine sur les SASU, sauf si tu as une question, William, peut-être? Non, vas-y. Allez, j'enchaîne. Alors, SAS, comme on a vu le principe des assimilés salariés en SARL, ça va aller assez vite. SAS, donc par principe, vous êtes imposé à l'impôt sur les sociétés. Voilà, par principe, par de droit, je dirais. Donc, pour le coup, en fin d'année, pour calculer l'impôt de la société, au niveau de la fiscalité, on va prendre votre chiffre d'affaires, on va enlever vos charges, votre rémunération de dirigeant, et on va déclarer le bénéfice imposable, donc au taux réduit à 15 ou à 25 si ça dépasse 42 500 €. Vos rémunérations, la rémunération qui est en rouge, là, en fait, elle sera imposée donc comme un salaire, je dirais, traitement et salaire à l'impôt sur le revenu. Voilà. Et alors, au niveau des dividendes, là, il faut partir du principe qu'il y a un prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les dividendes que vous souhaitez vous attribuer. Donc, c'est plus intéressant, effectivement, quand
SARL. Par contre, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de protection sociale. Là, vous ne cotisez pas pour, il n'y a pas de cotisation URSSAF derrière. Donc, du coup, vous n'allez pas pouvoir créer des droits sociaux à partir des dividendes. Il faut bien l'avoir en tête. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent se rémunérer qu'en dividendes, il faudra se faire une protection à côté, en parallèle, si vous souhaitez le faire. On peut aussi optimiser comme en SARL. Ça ne change pas. Au niveau du statut social, que vous soyez majoritaire, minoritaire ou égalitaire, vous êtes assimilé salarié. D'accord? Donc là, rien ne change par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la SARL quand vous êtes égalitaire ou minoritaire. Vous cotisez au régime général de la sécurité sociale. Par contre, vous ne cotisez pas pour le chômage. Ça ne change rien. Vous avez un salaire net sur lequel vous cotisez donc à 82% en moyenne. Et vous avez à peu près la même couverture sociale dont on a parlé tout à l'heure sur le volet assimilé salarié. Donc au final, en fait, la SAS, elle est plutôt bien adaptée pour optimiser ses impôts et sa rémunération d'une part, pour avoir une protection sociale identique, quasi identique au régime général, et même quand on entreprend tout seul, effectivement. On a une responsabilité limitée aux apports comme en SARL, un impôt, voilà. Pas de ça c'est important. Il n'y a pas de cotisation sociale si vous ne dégagez pas de rémunération. Si vous prenez 0 de rémunération, pour avoir par exemple votre chômage en parallèle, eh bien, vous ne paierez pas de cotisation sociale. Et également, vous l'avez compris, il y a une fiscalité qui est un peu plus avantageuse effectivement sur les dividendes, puisqu'il y a juste un prélèvement forfaitaire unique à 30%, avec une autre option derrière. Donc, du coup, je ne vais pas avoir le temps de développer, mais ça peut être adapté aussi à certaines situations pour en discuter en questions-réponses. Inconvénient de la SAS, par contre, il faut bien comprendre qu'il y a des formalités de création. Il y a une gestion comptable qui est plus lourde qu'en entreprise individuelle. Donc un bilan de fin d'année à produire avec l'appui d'un expert comptable, bien entendu. Et il y a aussi une taxe, il ne faut pas l'oublier, il y a la taxe PUMA, la taxe pour la protection universelle maladie, qui s'applique si effectivement vous ne vous rémunérez qu'en dividendes. Ou du moins, si, je dirais, vous avez petite rémunération, moins de 9 000 € par an de salaire en tant que dirigeant, et tout le reste, vous le prenez en dividendes, par exemple. Là, on a une taxe supplémentaire qui va s'appliquer autour de 6,5%, si je ne me trompe pas, sur les dividendes que vous prenez. Donc, il y a une petite taxe complémentaire quand même, malgré tout, si vous êtes en rémunération, je dirais, presque principale par le biais des dividendes. Un petit comparatif chiffré, rapidement. Alors, soyons honnêtes là-dessus, hein, c'est fait sur un chiffre d'affaires équivalent, avec des charges professionnelles qui sont les mêmes. Ça ne tient pas compte de votre fiscalité, ça ne tient pas compte des options possibles aussi dans d'autres, qui sont offertes par les statuts juridiques aujourd'hui, par la fiscalité. À prendre avec des pincettes, encore une fois, mais je voulais vous montrer quand même quelles sont les conséquences, notamment en matière fiscale, donc cotisation et impôt sur le revenu, donc de régime en régime. Voilà, entre l'EI à la micro, l'entreprise individuelle au réel, EURL, SASU. Je ne milite pas pour l'EURL, hein, je le précise bien. C'est juste pour vous montrer que, de par effectivement des cotisations sociales un peu plus light, entre guillemets, par rapport à la SASU, donc il y a moins de cotisations sociales versées. Ce n'est pas la même base de calcul, puisqu'en société, ne l'oubliez pas, quand on est par exemple à l'IS, c'est sur la rémunération qui sont calculées les cotisations. En micro, on est sur le chiffre d'affaires. Ce n'est pas la même chose. En micro, on est tout en haut. Quand on est en EURL, on est vraiment sur la partie que vous prélevez, ou en SASU, on est sur la partie que vous prélevez en rémunération. Donc voilà, grosso modo, quelques impacts que ça peut avoir en matière de coûts cotisation et coûts impôt sur le revenu. Donc encore une fois, à prendre avec des pincettes, je vous le dis, hein, chaque situation nécessite de creuser, parce que peut-être que pour vous, ça sera peut-être la micro qui sera la plus adaptée, pour d'autres, ça va être la SASU, etc. Voilà, donc bien sûr, à prendre avec des pincettes. Pour terminer, il me reste 2 petites minutes, j'en profite peut-être, William, si, très rapidement. La SCOP, Société coopérative, j'en ai un petit peu parlé en introduction, c'est un principe de société sur lequel, en fait, les salariés ont vocation à monter au capital et à se rémunérer également sur le capital. On a une grosse particularité, c'est qu'il y a un code spécifique qui s'applique, code des coopératives, dans lequel les dirigeants sont
assimilés à des salariés. Donc du coup, enfin, ils sont salariés, pardon, ils ont un contrat de travail. Donc en fait, ils vont cotiser comme un salarié, ils vont cotiser au chômage. Voilà. Donc peut-être c'est le petit différentiel qu'il peut y avoir avec les autres sociétés qui existent aujourd'hui. Je vais peut-être juste passer au podium rapidement. Peut-être il me reste 1 minute, si ça te va, William. Comme ça me paraît être le plus. Ouais, vas-y, monte sur le podium. Montons sur le podium. Les critères de choix. Alors, en matière de protection sociale, comme je vous l'ai dit, la SCOP, c'est le plus adapté puisque vous avez possibilité d'être comme un salarié. Vous avez un contrat de travail, vous cotisez pour le chômage comme un salarié lambda. Par contre, le SCOP nécessite d'être accompagné parce que c'est un régime particulier, encore une fois. Donc, je précise quand même que en SARL, on peut avoir une très bonne protection sociale à condition d'avoir une complémentaire, une mutuelle en parallèle. La SAS, je l'ai mis sur la place numéro 2 aussi parce qu'avec le régime d'assimilés salariés, c'est très protecteur également. Et l'entreprise individuelle plutôt en 3e place pour les raisons qu'on a vues ensemble avec le statut TNS. Rémunération en dividende, la SAS en première place puisque on l'a vu une fiscalité assez avantageuse par rapport à ce qui existe ailleurs avec un PFU à 30%. Rémunération en salaire, plutôt la SARL. Société à responsabilité limitée, puisqu'on a un taux de cotisation inférieur par rapport à ce qu'on retrouve ailleurs et possibilité d'optimiser. Au niveau de la simplicité administrative, plutôt la micro. Bon, là, c'est imbattable, bien entendu. Et enfin, en matière de maintien de chômage, on est plutôt sur la SAS, puisque, comme je vous l'ai dit en SAS, on peut faire un bulletin de paye à 0, payer 0 de cotisation sociale et avoir un maintien de son chômage en parallèle donc de son activité professionnelle. Voilà. En SARL, il y a un montant de cotisation minimum à payer, donc c'est peut-être un peu moins avantageux sur ce volet exclusif du chômage. Voilà. Ouf, 46. Désolé, j'ai un peu accéléré à la fin, c'est peut-être pas forcément très confort pour tout le monde. Il y a des questions. Voilà. Et puis donc vous pourrez télécharger cette présentation et puis vous aurez les contacts pour rejoindre Mickaël. Et comme vous l'avez vu, Mickaël n'y connaît pas grand-chose. C'était sa première fois, donc il a fait le maximum. Mais bon, comme l'a écrit un certain Gilles dans le chat, ils sont forts quand même les gars du 63. Alors, on y va pour les questions. Les questions très personnelles, ça va être difficile de répondre. Il y a une question de... Oh là, excusez-moi si j'écorche votre prénom. Osra. Osra nous dit, est-ce que je peux être salarié dans une SARL familiale? Alors, tout à fait, oui. Vous pouvez être salarié. Par contre, ça va nécessiter de mettre en place ce qu'on appelle un contrat de travail. Contrat de travail, donc, avec la société. Donc la société familiale. Contrat de travail, en fait, pour qu'il soit valide, il faut qu'il y ait à la fois des fonctions techniques, donc une fonction, par exemple, une fonction juste d'encadrant, de l'administratif, par exemple. Je fais la gestion de la SARL, c'est pas possible, c'est pas une fonction technique. Il faut vraiment qu'on soit sur une fonction type, par exemple, je suis mon garage auto, je suis technicien. Voilà, ça marche bien. Il faut qu'il y ait un salaire, effectivement, et surtout, il y a un lien de subordination, et c'est là que ça peut poser problème. Pour que le contrat de travail soit valide, et là, il faut démontrer un lien de subordination entre vous et un supérieur. Quand on est gérant ou co-gérant d'une SARL, ça peut être compliqué parce qu'on est à la fois à la gérance et en plus, on peut être au capital de la structure. Donc, ça peut être compliqué, vraiment compliqué de le prouver. Donc là, il faut se faire accompagner vraiment pour bien border les choses avec un expert comptable, avec un expert, un avocat ou voilà. Et ne pas hésiter aussi à faire une demande de rescrit auprès de France Travail pour bien valider que le contrat de travail est valide. Et ainsi prendre en compte des cotisations chômage, puisque là, vous pourrez ouvrir droit au chômage. Une question de Bernard. Comment demander l'option impôt libératoire directement lors de la création ou au centre des impôts? Tout à fait. Normalement, c'est une option qui se fait au moment de la création, lorsque vous remplissez le petit document, le CERFA. Au moment de la création de l'entreprise, il y a une petite case à cocher qui doit s'appeler d'ailleurs un versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Voilà, et donc elle est faite à ce moment-là, effectivement. Pour une fois, la case veut bien dire à quoi ça correspond. C'est ça. Une question de Jean-Pierre, est-ce qu'on peut aussi amortir ses investissements en entreprise individuelle en régime réel?
Tout à fait. Oui, vous pouvez les amortir. Donc, il y aura un document, une sorte de livret, comment dire, un tableau de désamortissement, tout simplement, à tenir pour démontrer, effectivement, en cas de contrôle fiscal, que, en fait, vos investissements, ils ont été réalisés pour tel prix. Voilà, par exemple, j'ai acheté, je sais pas, moi, un ordinateur à 3 000 euros, nécessaire pour mon activité, à 100%, je l'amortis, admettons, sur 3 ans. Et donc, chaque année, il m'a coûté 3 000 euros. Je déduis 1 000 euros de ma base imposable. Voilà. Donc, il faut un petit fichier de suivi, effectivement. Tiens, une question, j'aime bien cette question de Didier là, qui nous dit quels sont les délais et les coûts éventuels d'un passage de la micro à un régime réel? Alors, les délais, alors de tête, je crois, il me semble qu'il y a un courrier à faire au service des impôts, à confirmer, bien sûr, auprès des impôts. Mais l'objectif, c'est donc de faire ce courrier-là pour qu'ensuite, derrière, il puisse y avoir un changement. Alors, il me semble que le changement, il peut être assez rapide. J'en ai fait il y a assez longtemps. Le changement peut être assez rapide. Et derrière, du coup, vous allez pouvoir commencer après à pouvoir déduire vos charges à partir du moment où vous passez au régime réel. Mais pour le coup, il n'y a pas forcément alors sauf erreur de ma part, mais de coûts particuliers. Ça va dépendre de l'activité. Si on est sur une activité commerciale, me semble, ou service, à confirmer néanmoins. Je préfère que vous obteniez l'avis d'un comptable, par exemple, sur ce volet-là, qui pourra aussi vous accompagner dans la démarche. Mais ce n'est pas un coût exorbitant comme on pourrait avoir, par exemple, pour la création d'une société, avec des statuts ou voilà, les dépôts des annonces légales au greffe, etc. C'est ça, oui. Ouais. Tout à fait. Une question d'Isabelle auquel je pourrais répondre, et toi aussi. Quel logiciel, s'il vous plaît, pour la micro-entreprise? Alors, on a dit un tout à l'heure. Ouais, alors, oui, il n'y a pas, en fait, par principe, il n'y a pas besoin de logiciel en particulier. Oui. Enfin, ça peut aider. Ça peut grandement aider. Alors, c'est pas obligatoire, c'est là où je veux en venir. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé pour suivre sa trésorerie, d'une part, parce que bon, voilà, encore une fois, plus de trésorerie, c'est la fin de l'aventure, comme on dit. Donc, c'est important de le suivre. Pour suivre vos marges aussi, votre résultat, c'est important. Donc, quelques logiciels. On a le logiciel, alors je ne suis pas là pour faire de la pub, mais c'est ceux que je connais parce que les entrepreneurs que j'accompagne l'utilisent. On a Indy, effectivement, qui est pas mal. On a Henry également, le logiciel Henrii. On peut avoir, par exemple, les banques. Moi, j'ai par exemple des banques qui proposent aussi des logiciels en parallèle des comptes micro-entrepreneurs qu'ils ouvrent. Voilà, et c'est compris dans le forfait qu'ils facturent ensuite aux micro-entrepreneurs, par exemple. Et je ne sais pas, toi, William, si tu as... Ouais, je vous en ai mis 4 dans le chat. Donc, il y a Indy, forcément. Bien. Vous avez Gestan, vous avez Axonaut et vous avez Highway. Très bien. Il y en a d'autres, certainement. Oui, bon. Oula, alors attention, une question de David. Est-il possible de passer d'une SASU, qui est un reliquat de prêt à rembourser, à une entreprise individuelle? Alors, passer une SASU, une EI, déjà, il faut partir du principe qu'il va y avoir une fermeture d'une personne juridique, une personne morale. Donc, il va falloir liquider donc la SASU. Liquider, ça veut dire, en gros, liquider l'actif, toutes les possessions pour rembourser le passif, c'est-à-dire le prêt dont vous parlez. Voilà. Donc, effectivement, ça signifie donc liquider l'entreprise dans un premier temps déjà, et après envisager la création d'une EI derrière. Alors, tout va dépendre du régime, bien sûr, mais c'est par principe, il faut faire de ma part, ça doit être faisable, effectivement. Mais il y aura des coûts de fermeture, des coûts de fermeture de la SASU, entre 1 000 et 3 000 euros suivant le travail à effectuer. Et oui, effectivement. Ça va pas annuler vos prêts, Nicolas? Non, ça va pas aider. Non. Une question de Mylène. Est-il possible d'ouvrir une micro-entreprise si on est déjà en entreprise individuelle sur un domaine différent? Alors, non. Parce que l'entreprise individuelle, comme elle est rattachée à la personne, c'est-à-dire vous et moi, on va avoir qu'une seule entreprise individuelle quelque part. Vous pouvez faire un changement de régime si vous voulez, ou alors peut-être élargir si c'est une autre activité, le mettre faire une déclaration de modification auprès de l'INPI en incluant votre nouvelle activité, en déclenchant une assurance spécifique de l'autre côté. Enfin voilà. Ou de passer le I en société. Oui, aussi, tout à fait. On peut très bien aussi avoir une micro d'un côté et une société de l'autre pour le coup. C'est possible. Voilà. Alors, pas une SARL, mais une SAS, c'est possible. Oui. Une micro et une SAS.
Alors, je vais poser la question de Karine, parce que Karine, c'est ma princesse, mais il sera... c'est un peu hors sujet, mais j'essaie de trouver quelqu'un pour vous parler de ce sujet-là, même si l'État l'a déjà repoussé maintes fois. Il sera bientôt obligatoire de générer des factures en ligne qui seront transmises à l'État, qui les passera ensuite au client, si je ne me trompe pas. Politique du tout numérique, oui. Est-ce que tous les logiciels dont vous parlez sont homologués pour cette évolution-là? Alors, pour moi, c'est oui, parce que c'était tellement obligatoire à partir du 1er janvier 2024, je crois, c'était d'ailleurs, hein, au départ. Mais pour le coup, je pense que les meilleures personnes pour répondre à ces questions, c'est les logiciels en question. Je n'ai pas personnellement creusé la question. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes comme voilà, la première date d'obligation, c'était 1er janvier 2024. Je pense que tous les logiciels se sont mis dessus. Et, logiquement. Je pense qu'ils sont à jour. Depuis plus d'un an, oui, logiquement. Alors attends, je crois que j'avais vu des questions passer où les gens les ont posées dans le chat. Donc les gens qui posent des questions dans le chat, automatiquement, il y a une imposition qui est faite et qui est pour remplir les caisses de l'association Second Souffle. Je vous prends 100 € à chaque fois que vous mettez une question dans le parti de chat. Maintenant, faut que je les retrouve. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi je vous dis de pas mettre. S'il peut y avoir une exonération fiscale pour l'intervenant. Oui. Parfait. Ben voilà, je les retrouve pas. J'ai trouvé d'autres questions. Pourquoi vous recommandez le passage de Yon SAS et pas d'autres? Ah non, il n'y a plus la question. Quel meilleur statut juridique pour une activité exercée uniquement en ligne? Bah, que ce soit en ligne ou sur le physique, je sais pas si ça joue vraiment. De manière générale, alors tout dépend des projections de chiffre d'affaires. Encore une fois, si c'est l'idée d'avoir un complément d'activité micro, c'est clair. Après, au-delà de 50 000 €, ça peut être intéressant d'étudier, je ne dis pas de changer de statut, mais d'étudier d'autres statuts, type par exemple SARL ou SAS, pour voir comment est-ce qu'on peut aller optimiser votre rémunération et puis payer moins d'impôts, parce que comme on va être sur une activité en ligne, alors il y a de l'achat-revente, j'imagine, derrière. S'il y a peut-être de l'achat-revente, c'est peut-être un paramètre que j'ai... Si c'est le cas, s'il y a de l'achat-revente, pour le coup, il vaut mieux tenter un régime réel ou une société. Je reviens sur ce que j'ai dit parce que j'avais oublié. Voilà, si c'est de l'achat-revente, il vaut mieux passer directement sur des régimes où on peut déduire vos charges et donc vos achats de marchandises. Je retrouve une question dans le chat pour Nathalie. En entreprise individuelle, est-ce que 3 trimestres cotisés pour la retraite suffit même avec peu de chiffre d'affaires? En fait, ça va dépendre du montant que vous avez cotisé. Pas 3 ou voilà, ça va dépendre du montant global. C'est ce que je vous disais. Grosso modo, on est à peu près à 10 000 € par an, grosso modo pour 4 trimestres sur une activité de service. Au niveau commercial, à peu près 24 000 et au niveau artisanal, on est autour de 14 000 à peu près de chiffre d'affaires déclaré pour valider 4 trimestres. Attends, je crois que j'ai retrouvé Isabelle a posé la question dans la partie questions. Bravo Isabelle. Alors, petite précision. Pour valider les trimestres en micro, le chiffre d'affaires peut-il se faire sur 3 trimestres avec un 4e à 0? Alors, tac, oui. Parce qu'on est, oui, tout à fait. Exactement. Céline nous dit, si on est en entreprise individuelle agricole, peut-on ajouter une activité secondaire pour de la location meublée et qui aura une adresse différente? Alors, je ne suis pas un spécialiste des activités. Oui, uniquement si vous nous invitez tous les deux, Céline. Voilà, la réponse est là. Non, je ne suis pas un spécialiste malheureusement des activités agricoles, ni des statuts agricoles. Donc, volontairement, je ne m'avancerai pas sur une réponse. Peut-être vous pouvez consulter la Chambre d'agriculture qui pourra vous renseigner sur ce volet-là. Il y a une question de Jérôme. Existe-t-il un organisme qui se limite à la relecture, validation des statuts s'ils ont déjà été rédigés au préalable? Alors, d'organisme spécifique, non. Après, vous pouvez très bien le faire relire par un comptable, par un avocat, par un spécialiste juriste, voilà, effectivement, c'est tout à fait possible. Par un consultant, exactement, c'est tout à fait possible.
D'ailleurs, vous aurez nos coordonnées, je n'ai pas précisé, mais à la fin du PowerPoint, vous aurez nos coordonnées. Oui, donc pour répondre aussi à la question de Cécile, pouvez-vous remettre les coordonnées de Michael? Alors, quand j'aurai fini, quand le replay sera disponible, je vais vous envoyer un petit mail à tous vous disant que le replay est disponible. Et là, vous cliquez sur le bouton et vous allez arriver sur le site Second Souffle et vous verrez le webinaire. Puis, à un moment donné, vous aurez une petite phrase « Télécharger la présentation plus la description du webinaire ». Et là, vous cliquez dessus, vous avez le descriptif du webinaire et juste en dessous, vous avez le lien pour télécharger la presse de Michael. Voilà, Cécile. Question de Karine. Alors, c'est pas Karine, ma princesse, hein, c'est une autre Karine. En scope, quand vous êtes gérant et qu'il n'y a pas de lien de subordination, j'ai déjà posé celle-là, le contrat de travail est suspendu et vous n'avez pas droit au chômage, me semble-t-il. S'il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de droit au chômage. Bah, c'est très simple. Il faut un contrat. Quand on dit je suis salarié de ma société, ça peut être même d'une SARL ou d'une SAS, il faut bien faire attention à ça, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, par principe, vous êtes assimilé salarié et pas forcément salarié. Un salarié, ça nécessite d'avoir un contrat de travail pour cotiser au chômage, qu'on soit bien précis sur les termes. Donc, vous êtes bien assimilé salarié par défaut, il n'y a pas de cotisation chômage, sauf contrat de travail. Allez, une dernière question pour Bernard. En micro-entreprise, pour la retraite, le calcul se fait à l'année. Si un trimestre n'est pas validé, le total à l'année est-il pris en compte? On est sur des cotisations, normalement on est sur cotisation trimestrielle. Logiquement, on va parler en trimestre de toute façon. Donc là, je vous ai à peu près donné des chiffres à l'année, grosso modo. Micro pour la retraite, le calcul se fait à l'année. Ouais, ça demanderait peut-être confirmation sur ce volet-là auprès des services de l'URSSAF, éventuellement, oui. Bon, bah c'est bon. Xavier vient de partir. C'est bon, on va pouvoir. Xavier n'a pas été trop trublion aujourd'hui. Gilles nous dit merci beaucoup et à bientôt à Clermont-Ferrand. Merci Gilles. Voilà. De toute façon, on avait prévu de se faire une petite partie de pétanque sur la place de Jaude. Si un jour ils mettent des bacs à sable, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Je vous parle des prochains webinaires. Alors, la semaine prochaine, tout autre sujet. Parlons d'intelligence artificielle. Comment définir une stratégie marketing avec l'aide de l'IA? On verra ça avec Joseph, notre coach de chez Google Atelier Numérique. Et puis, dans 15 jours, vous connaissez le CPF? Vous avez déjà entendu parler du CPF, le contrat professionnel de formation? Eh bien, saviez-vous qu'il n'est pas valable uniquement pour les salariés? Vous aussi, entrepreneur, chef d'entreprise, dirigeant, vous avez droit vous avez un compte CPF. Et donc, c'est très utile pour vous former sur les statuts juridiques, pour vous former sur la comptabilité, sur l'informatique, sur ce que vous voulez. Voilà, et on verra ça donc avec Marjorie dans 15 jours. Et après ça, on change de plateforme, ça ne sera plus Livestorm, mais une autre plateforme. On verra ça au mois d'avril. Donc. Mais avant ça, encore une fois, merci Michael, tu as fait un travail merveilleux, fabuleux. Il y a même quelqu'un, je crois que c'est Xavier qui a dit, mais résumer tout ça en 45 minutes, bravo. Avec plaisir. Bon, faut dire que tu m'as coûté cher, mais bon, au moins c'est déductible. Oui, c'est déductible et oui, c'est le petit adhésion à 100 € qui est gratuite, ça fait plaisir. Et puis donc on va se quitter comme chaque semaine maintenant en musique. On va se quitter avec une chanson française qui va donner un peu la pêche, comme d'habitude d'ailleurs, vous me direz. Donc merci Mickaël, merci à vous toutes, à vous tous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Et merci à vous.